Bienvenue dans Les Invisibles, le podcast de TV Monaco qui met en lumière les femmes et les hommes de l'ombre du sport, de la principauté. Dans ce podcast, je donnerai la parole à celles et ceux qui travaillent avec les athlètes, avec les clubs, mais aussi au sein même des compétitions et des événements sportifs de Monaco. Projecteur, micro tendu à celles et ceux que l'on n'entend jamais ou trop peu. C'est parti pour Les Invisibles. Aujourd'hui, nous allons parler santé mentale, passée notamment par l'INSEP, les Girondins de Bordeaux, l'AS Monaco Football et la Roca Team. Je reçois Cédric Quignon-Fleuret, psychologue du sport. Bonjour Cédric. Bonjour. Traditionnellement dans l'émission, je commence par ça, et l'explication de votre rôle, votre métier. C'est quoi un psychologue du sport ? Un psychologue du sport, ça a une fonction assez multiple au sein d'un club ou d'une institution. Le but, c'est d'appréhender le sportif dans sa globalité et de voir à la fois tout ce qui peut concerner son équilibre psychique et aussi tout ce qui peut concerner son interaction avec le sport, y compris la performance. Voilà. Donc c'est une vision très globale qui consiste à essayer de l'aider de toutes les manières possibles, on va dire, qu'il s'agisse de choses directement liées au sport ou de choses qui soient en dehors du terrain. Vous êtes donc à l'écoute des problèmes des sportifs ? Absolument, oui. On essaye à la fois de leur donner un espace de parole, dans lequel ils se sentent bien, où ils peuvent se confier, où ils peuvent dire ce qu'ils ont à dire. Et puis à la fois, on essaye des fois, de par la spécialisation qu'on a, de leur apporter des réponses sur des choses qui touchent à l'optimisation de leur performance. Parlons de la performance, justement. Vous avez sorti en 2016, il me semble, un livre intitulé « Devenir champion, la psychologie au service de la performance ». On connaît aujourd'hui le rôle du mental et des coachs mentaux dans les performances des athlètes, des sportifs. Comment la psychologie, elle influe sur les performances ? Bon, la psychologie, de toute façon, elle est centrale dans tout ce qu'on fait. C'est-à-dire, c'est ce qui va permettre en réalité d'optimiser, de mettre en œuvre tout le travail, tout le talent, toute la répétition qu'il y a pu avoir sur les autres plans. C'est ce qui permet de toucher son plus haut potentiel, l'aspect psychologique, au niveau de la performance. Lorsque vous pouvez constater des décalages importants entre, par exemple, ce que vous faites à l'entraînement et ce que vous faites en match, souvent il y a un critère psychologique qui rentre en ligne de compte. Ce qui veut dire que potentiellement on a plein de freins en tête. Oui, les freins, ils sont aussi, je vous dirais, quelque chose de totalement naturel. On est censé avoir des freins. En fait, c'est pas censé être facile. Et je pense que ça fait partie d'ailleurs peut-être des fois des fausses représentations qu'on peut avoir du sport. C'est que ça serait facile que si on s'entraîne bien, que si on fait tout bien physiquement ou techniquement, ça va être facile de transposer ça match après match et en augmentant de niveau. Non, c'est très logique qu'il y ait un certain nombre de blocages, d'appréhension, de peur de perdre, de cycles de défaite, tout un tas de choses. C'est tout à fait humain, voilà, absolument. La norme, c'est de rencontrer des problèmes. Ce qui est anormal, c'est de ne pas en rencontrer. Voilà. Est-ce que les sportifs parlent relativement facilement ? Ça dépend des personnalités, hein, évidemment. Il y a des personnalités qui s'ouvrent très facilement et d'autres qui sont beaucoup plus réservées, je vous dirais, comme tout un chacun. Après, sur la représentation aussi qu'on peut avoir d'un psychologue dans le milieu du sport, les choses ont beaucoup évolué. Moi, je suis un peu un ancien dans ce milieu-là, parce que ça fait presque 25 ans. 25 ans en arrière, vous disiez que vous étiez psychologue dans le monde du sport. C'était quelque chose qui choquait un petit peu, qui était difficile à concevoir. Aujourd'hui, de plus en plus, même s'il reste encore des petites confusions entre le psychologue ou le préparateur mental, cette notion du mental, cette notion du fait de pouvoir essayer d'évoquer, de travailler sur soi, de s'ouvrir un peu, que c'est quelque chose qui peut être positif aussi bien pour mon bien-être que pour ma performance, c'est quelque chose qui est beaucoup plus admis. Donc, les sportifs se livrent plus facilement, puis ils ont plus d'expérience, ils ont plus l'habitude, ils ont rencontré plus de professionnels au fur et à mesure de leur parcours. Alors, il y a une grande nuance, je le répète toujours, par rapport aux autres pays, on a un énorme privilège, c'est que nous, on a un arrêté ministériel qui a rendu obligatoire un bilan psychologique pour tous les sportifs de haut niveau. Donc, lorsque cet arrêté, qui date d'il y a plus ou moins 20 ans, il me semble, a été mis en place, forcément, on a pu banaliser le fait que tous les sportifs, à un moment donné,
au moins une fois par an, se penchent sur eux-mêmes et se livrent et se confient auprès d'un professionnel, ne serait-ce que déjà sur un plan purement, médical, c'est-à-dire de s'assurer qu'il n'y ait pas de problème majeur au niveau de la psychopathologie. Et en l'occurrence, il y en avait beaucoup. Il y en a toujours et il y en aura toujours, mais à l'époque, elle était très très peu détectée et prise en charge. Et donc ça a quand même aussi contribué à ce qu'on prenne en compte beaucoup mieux cette dimension, qu'il y ait beaucoup plus de psychologues dans tous les centres de formation, dans les crêpes, dans tous les instituts et aussi dans les clubs, etc. Et aujourd'hui, avoir un intervenant en préparation mentale, un psychologue du sport au sein d'un club ou d'une institution, c'était devenu quelque chose d'assez courant. Ils viennent de même, les sportifs, vers vous, ou il faut encore aller un petit peu les chercher? Il faut encore un peu aller les chercher, évidemment. Après, c'est aussi facile de se livrer, peut-être aussi. C'est même à contre-courant. C'est-à-dire, il y a quand même une représentation très forte dans le sport de haut niveau, et c'est ça qui a beaucoup évolué, qui est difficile à casser, c'est que dans l'archétype, si je puis dire, mental d'un sportif de haut niveau, on est fort mentalement, justement. On est fort. Ça veut dire, au fond, si je vais parler à quelqu'un, c'est que je suis pas fort. Et moi, comme moi, je vais être fort, du coup, je parle à personne. Et puis après, il y a aussi des choses, des fois, un peu culturelles ou personnelles qui font qu'on n'aime pas se livrer, qu'on le perçoit comme un signe de faiblesse. Ou que, voilà. Il y a des grands noms qui ont permis de casser un petit peu ces codes-là? Oui, il y en a eu beaucoup. Évidemment, tout de suite en tête, on pense à Teddy Riner, mais après, il y en a eu beaucoup, maintenant, de plus en plus qui en ont parlé. Là, encore récemment, il y a eu Léon Marchand, Aurélien Tchouaméni, avec qui j'ai eu la chance de collaborer, pareil, il a pu en parler. Donc quand même, il y a des très grands noms. Mais maintenant, régulièrement, si vous suivez les Jeux Olympiques, le nombre de sportifs qui vont mettre en avant le fait qu'ils ont pu avoir un accompagnement psychologique et que c'est quelque chose qui leur a été bénéfique. C'est quelque chose de plus en plus courant. Et puis oui, évidemment, quand des grands champions comme ça témoignent et parlent du fait qu'ils n'ont pas peur de le dire, qu'ils l'assument et que ça a été bénéfique pour eux, c'est formidable. Ça, encore une fois, pour toute une génération de sportifs derrière, ça banalise ça rend ça beaucoup plus accessible et beaucoup plus logique. Pour les sportifs qui n'oseraient pas forcément se livrer, venir vers vous, comment on va les chercher et comment on arrive à détecter peut-être en observant quelque chose, un souci? D'une part, on observe beaucoup des changements de comportement, un athlète qui était très communicatif, qui le devient très peu, des conflits avec les entraîneurs, des conflits avec d'autres joueurs. On observe des attitudes, par exemple de frustration. Enfin, on observe énormément et puis on communique aussi. On communique, on va prendre les infos aussi dans l'entourage. Alors, j'allais dire, on peut se servir aussi de l'entourage des sportifs. Il faut communiquer, pouvoir. La collaboration avec les staffs et les entraîneurs, c'est aussi essentiel. C'est aussi eux qui viennent voir nous pour nous dire des fois qu'ils ont remarqué, qu'ils s'interrogent, voire et qui nous adressent eux-mêmes des athlètes. Pareil au niveau de tout le staff médical. C'est important d'être en connexion avec tout le monde, que ce soit les médecins, que ce soit les kinés, les ostéos, mais aussi, je vous dirais, des team managers, des intendants. Tout le monde peut avoir son observation, son regard et vous sensibiliser. Et plus vous avez une communication qui est de qualité avec tout cet environnement de l'athlète, plus ça vous aide à la fois vous prendre conscience que peut-être il y a besoin et aussi d'amener l'athlète dans votre bureau. On a un travail, je pense, qui est multiple entre des choses qui sont de l'ordre de la prévention et des choses où on va surtout amener l'athlète à réfléchir, à prendre conscience de cet environnement, de choses autour de lui. Est-ce qu'elles sont bénéfiques ? Est-ce qu'elles lui sont bénéfiques ? Est-ce qu'il l'évoque ? Est-ce qu'il l'évoque avec des gens de confiance ou est-ce qu'il l'évoque qu'à nous ? Et encore une fois, tout ce qui peut, mettre un athlète dans les meilleures dispositions et du coup, à l'inverse, tout ce qui peut le perturber, c'est des choses qu'on va prendre en compte et qu'on va évoquer. Oui. Il y a des prises de conscience ? Bien sûr. Oui. Qui sont d'ailleurs pas toujours évidentes. Mais donc ça, c'est la qualité, encore une fois, du lien, de la relation et c'est notre rôle aussi de provoquer des fois des prises de conscience, toujours en essayant de respecter, je dirais aussi le sportif et ses choix et sa personnalité. Mais après, on est aussi là pour donner un regard objectif, extérieur. Et c'est logiquement la grande force, je dirais, du psychologue du sport, c'est de proposer une neutralité, de proposer un regard extérieur qui n'est pas celui ni de l'entraîneur, ni du directeur sportif, ni de l'agent, ni des parents. On a un regard beaucoup plus neutre. Est-ce qu'il y a des tabous qui persistent ? Oui, je pense, encore une fois, je ne pense pas qu'il y ait de thématiques qui soient communes à tous sur ce qui est tabou. Je pense que pour certains, aller voir un psy, ça restera un peu tabou, voilà.
Pour certains, évoquer des choses qui peuvent toucher à leur vie personnelle ou sexuelle, par exemple, ça peut rester tabou. Et tout ça, c'est logique. Mais encore une fois, on se rapproche de plus en plus de ce qui est moins spécifique au sport et ce qui est commun à tout à chacun. Il y a tout, dans tous les domaines, dans la vie de tous les jours, il y a des gens qui auront plus de difficultés à aborder certains domaines de leur vie. Depuis quand on s'intéresse vraiment à cette psychologie dans le sport ? Alors, la psychologie du sport, ça existe depuis un certain temps. Ça nous vient des États-Unis, où là même au début des années 60, 70, il y a déjà eu beaucoup de choses qui se sont faites. C'est arrivé en France, comme souvent, et en Europe, avec un certain décalage. Je vous dis, la vraie porte d'entrée en France, où tout a commencé à changer, l'évolution, c'est la mise en place de bilan psychologique obligatoire. Donc ça remonte à peu près il y a une vingtaine d'années. Ça a été une grande évolution, parce qu'on est passé de... parfois, il y a quelqu'un à qui on peut parler, et c'était rare, à, quoi qu'il arrive, une fois par an, vous allez faire ce grand point avec un professionnel. Et voilà, très souvent, la première prise de conscience, elle était dans ce premier rendez-vous-là. Moi, les premiers rendez-vous, j'ai été sur place, si vous voulez, lorsqu'on a mis en place les bilans psychologiques à l'INSEP. Donc, j'ai participé, j'allais dire, à première vague des premiers bilans d'athlètes qui n'avaient jamais, dans tout leur cursus, jamais parlé à personne. C'était des prises de conscience, on en avait beaucoup sur le fait que des choses très basiques, vous voyez, des fois purement, ne serait-ce qu'informative. Ah bon, le stress, ça peut perturber le sommeil. L'angoisse, ça peut contribuer à jouer un rôle sur ma concentration. Et ne serait-ce que ça, la connaissance, le niveau de connaissance qu'on avait il y a plus de 20 ans sur la psychologie d'une manière très fondamentale, et aujourd'hui, même, j'allais dire, chez un athlète moyen, a énormément évolué. Aujourd'hui, toutes ces thématiques-là, la concentration, la confiance en soi, les routines pré-compétitives, tout ça, c'est des choses qu'ils ont entendues 1000 fois dans leur parcours. Vous étiez à l'INSEP, vous avez travaillé donc avec des athlètes, vous avez travaillé dans le sport collectif. C'est pas les mêmes façons de travailler ? Non, c'est pas les mêmes façons de travailler. Lorsque vous travaillez dans une institution où vous avez 800 athlètes et 23 disciplines avec des moyennes d'âge qui vont aller de 14 à 40 ans, et que lorsque vous travaillez avec... dans un club de foot, par exemple, ou chez les pros, vous avez un groupe de 30 joueurs, et à l'académie, vous avez 3 équipes. C'est évidemment très différent. Le rapport à la performance, notamment dans les groupes pros, est vraiment très différent. La pression du résultat, etc. Donc, je pense que fondamentalement, la principale nuance, c'est que lorsque vous êtes dans une institution, vous êtes sur des problématiques transversales avant tout, qui vont concerner aussi des stratégies d'accompagnement, des stratégies de soins, des stratégies d'aide à la performance, des stratégies psycho-éducatives. Vous collaborez avec d'autres départements, vous collaborez avec toute une équipe de médecins. Vous êtes un peu à la disposition d'une institution. Dans le club, c'est quand même différent. On vit match après match. Vous gagnez 3 matchs, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, et vous en perdez 3, c'est la crise absolue. Et voilà. Donc, les dynamiques sont très différentes. Le rapport à la performance est très différent. La place du psychologue est aussi très différente. C'est pas pareil. Lorsque vous êtes intimement associé à un cadre de performance, c'est plus fragile comme place. C'est plus compliqué, j'allais dire, aussi à ce niveau-là. Après, quand vous êtes dans le bureau avec un athlète, ça reste le travail d'entretien et de confidence, et d'essayer d'apporter des conseils, des solutions à l'athlète. Après, le cœur de métier reste le même. Il y a de la psychologie de groupe ? Bien sûr, oui, comme je vous disais, il y a que ce soit à l'INSEP ou dans des clubs, il y a aussi des approches collectives. Des fois en réflexion souvent d'ailleurs avec les entraîneurs et les staffs pour discuter avec eux sur des stratégies. Après aussi des fois sur des interventions collectives où on essaye de donner à la fois des grandes bases et des axes de réflexion à un groupe, mais aussi de les faire participer, de les faire réfléchir, de créer aussi une émulation entre eux sur certaines thématiques. Donc oui, c'est même quelque chose sur lequel les psychologues et les préparateurs mentaux sont très sollicités. Ils peuvent apporter, je pense, beaucoup d'éléments qui sont complémentaires de ce que peut apporter le coach et qui sont un plus pour eux. Qu'est-ce qui perturbe le plus les sportifs dans leur performance ? La problématique la plus récurrente qu'on a, c'est des choses qui touchent à la gestion des émotions et la concentration. Voilà, parce que, en fait, j'allais vous dire, c'est un peu le nerf de la guerre. C'est ce qui se retrouve affecté par plein de portes d'entrée. La concentration, c'est la capacité à être dans le moment présent et donc à, justement, mettre en œuvre tout votre potentiel. Bon. Alors après, ce qui peut venir perturber ça, les portes d'entrée sont multiples. Donc des problématiques personnelles, des problématiques
relationnelles au sein du club, des problématiques purement alors voilà, très personnelles, j'allais dire, en lien avec le sport sur votre peur de vous accomplir ou des difficultés à gérer des émotions sur ce qui se passe sur le terrain. Voilà, j'allais dire, ça regroupe un peu cette thématique de la concentration, de la gestion émotionnelle, ça regroupe un peu toutes les portes d'entrée qu'on peut avoir, donc c'est l'une des thématiques centrales, et puis qui reste centrale un peu, j'allais dire, quasiment toute une carrière, même si vous progressez beaucoup sur cet aspect-là, on n'est jamais, entre guillemets, immunisé ou, imperturbable. Vous voyez, on peut prendre dans l'actualité récente un joueur qu'on n'a jamais vu quasiment péter un plomb et Alcaraz, qui récemment a broyé une raquette sur un court et lui-même disait c'était la première fois que je ne comprenais pas ce qui se passait, j'arrivais pas du tout à me contrôler. Voilà, on n'a que des humains, on a affaire que à des humains, pas à des machines, et donc la machine peut dérailler à tout moment dans un contexte de très haute pression, et c'est normal. Vous êtes psychologue et préparateur mental. Quelles sont les différences et quels sont les liens entre... Moi, je suis psychologue clinicien du sport. Donc ça, c'est un titre universitaire. C'est un titre, j'allais dire, reconnu, qui correspond à un diplôme. La caractéristique du psychologue, c'est de pouvoir effectuer des psychothérapies et le soin et la prise en charge de la souffrance psychique. Après, la spécialisation dans le domaine du sport de haut niveau, c'est évidemment lié à tout ce qui va être cette souffrance ou ces problématiques de bien-être en lien avec la spécificité du sport de haut niveau. Le préparateur mental, on va dire, c'est plus un domaine d'activité. Aujourd'hui, c'est pas un titre reconnu. Aujourd'hui encore, n'importe qui peut se revendiquer de cette appellation. Donc évidemment, il demeure encore une grande, j'allais dire, variété entre les intervenants sur ce qu'ils proposent, avec des fois des outils, des fois des choses un peu mixte, j'allais dire, dans les approches. Beaucoup de choses qui peuvent toucher à la PNL, à la relaxation, à la méditation, plein de pratiques. Et puis, il y a aussi des gens tout à fait, évidemment, compétents et qui sont pour autant pas psychologues. Mais il y a une grande disparité, on va dire, dans le contenu. Ce qui les rapproche, c'est que globalement, psychologue du sport et préparateur mental s'intéressent à l'individu, s'intéressent à l'épanouissement du sportif au sein de sa pratique sportive. Au sein des staffs, on voit souvent des psychologues et des préparateurs mentaux. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement regrouper Il y aura toujours ces différentes portes d'entrée dans le domaine de la performance, parce que la performance, c'est un domaine où justement il y a besoin de compétences différentes. Il n'y a pas une discipline qui répond à l'ensemble des problématiques qui peuvent exister dans le sport de haut niveau. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Et je pense que le distinguo sur lequel moi je fais toujours attention de mettre en garde, c'est en revanche, lorsqu'il s'agit de choses qui touchent à la souffrance psychique, à des soucis de santé mentale, c'est des choses qui concernent les psychologues avec une formation spécifique, un bagage spécifique, et qu'il est important d'orienter et de ne pas confondre, orienter sur les bonnes personnes et de ne pas confondre ces deux domaines qui peuvent des fois se marcher un peu sur les pieds entre des notions de bien-être, si vous voulez, de santé mentale. Qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer en psychologie ? Bon, la souffrance psychique, les moments de détresse des athlètes, c'est jamais évident. Hein. Quand vous avez des blessures très longue durée, des rechutes après des blessures très longue durée, lorsque vous avez des fins de carrière qui se profilent et qu'elles n'étaient pas nécessairement souhaitées, lorsque vous avez des grandes périodes de contre-performance, lorsque vous avez des immenses déceptions sportives, lorsque vous avez des non-sélections, lorsque le simple fait de voir que votre perspective de devenir sportif de haut niveau va pas forcément se concrétiser, que c'est des rêves un peu qui se brisent. Ah oui, il y a beaucoup de choses difficiles. Hein. Il y a un gros travail de fond à aller faire. Oui, je vous dirais que le travail, c'est bien qu'il soit fait en amont. C'est-à-dire lorsque vous avez bien accompagné en amont, lorsque vous avez fait votre travail de prévention, lorsque le lien de confiance est déjà en place, vous voyez, par exemple, et que survient un événement, par exemple, mettons une blessure, toute la qualité de ce lien va faciliter ensuite l'accompagnement et la prise en charge de cet athlète. Le fait qu'il y ait la présence de ces gens-là dans des moments de vie comme ça, qu'il y ait cette ressource-là, parce que je parle toujours de ressources disponibles, des fois elle est sollicitée, des fois elle n'est pas sollicitée, mais le fait qu'elle soit là, qu'elle soit présente, c'est un énorme plus pour les athlètes. Je vais prendre un exemple concret. Vous parliez des problèmes des blessures. Il y en a une qui est très redoutée, notamment dans le football, c'est les ligaments croisés. Voilà, comment on accompagne un joueur qui vient de se faire les ligaments croisés et qui a potentiellement 6, 8, 12 mois d'absence, de rééducation et peut-être un niveau qu'il ne retrouvera jamais? La principale notion qu'on évoque lorsqu'il y a des blessures longue durée, c'est la destruction de la projection sportive. Alors, les sportifs de haut niveau, ce sont des gens qui structurent leur projet sportif.
Donc, je vous donne un exemple. Dans 3 mois, je vise la sélection pour les championnats d'Europe. Les championnats d'Europe m'amènent à telle période, je vise mon transfert pour aller dans tel club. Donc, en fait, si vous voulez, la blessure, elle vient détruire un petit peu tout ce projet, fracasser un petit peu toute cette projection temporelle. Et ça peut créer un grand mouvement de dépression, de tristesse, de rapport au temps, de temps perdu, d'idée qu'on va passer à côté de tout un tas d'échéances. Donc, il y a tout ce travail, j'allais dire, d'acceptation, de prise de conscience, aussi de capacité à relativiser et à se remobiliser dès que c'est possible sur qu'est-ce qui est face à moi et là, qu'est-ce que j'ai à gérer, comment je peux m'investir justement dans cette réhabilitation lorsque l'on sera venu. De voir même, et ça peut paraître excessif de dire ça, mais ça ne l'est pas, comment je peux positiver ce moment-là. Est-ce qu'il m'offre une autre opportunité que je n'avais pas vue, par exemple, de passer plus de temps avec ma famille, de passer plus de temps à moi, de m'ouvrir à des activités sur lesquelles je ne m'étais pas nécessairement ouvert. Voilà. Toutes ces perspectives qu'on va pouvoir essayer d'ouvrir, de proposer notre perspective, même si ça peut paraître très compliqué sur le moment, c'est ce qui peut aussi contribuer à ce que que ce temps ne soit pas nécessairement un temps destructeur, mais qui puisse être au mieux, on va dire, si possible un temps neutre, voire un temps constructif pour l'athlète. Vous parliez des projections de carrière, justement, c'est de plus en plus présent chez tous les sportifs et ça rend, je trouve, aujourd'hui presque les footballeurs des fois un peu individualistes à se dire dans 3 ans, il faut que je sois dans tel club ou il faut que je sois en sélection. Est-ce que ça rajoute de la difficulté psychologique pour ces sportifs? Qu'est-ce qui définit une réussite et un échec de carrière ? Et des fois, c'est pas forcément le fait de se mettre la pression, c'est surtout le fait que des fois les repères sont peut-être des fois un peu superficiels. Si je ne suis pas dans tel club, ou si je n'ai pas tel niveau de contrat, si je n'ai pas telle sélection, alors ça sera un échec. Et je pense que, et là encore une fois, on revient vraiment au cœur du métier de psychologue du sport, c'est la quête de sens. Qu'est-ce qui crée l'épanouissement du sportif ? Est-ce que c'est que l'accomplissement de la performance ? Mais ça, ce que je peux vous répondre avec certitude après mes années d'expérience, c'est que la performance n'apporte pas l'épanouissement du sportif. Elle peut y contribuer, mais en aucun cas, c'est mathématique. J'ai vu des sportifs médaillés olympiques totalement déprimés, voire encore plus déprimés parce qu'ils s'attendaient à ce que cette médaille change tout, et en fait, elle ne le change pas. Voilà. Et en fait, on a atteint ça, on a un moment de plaisir, de satisfaction, de reconnaissance. Et puis, et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Donc, le fait de pouvoir mettre du sens, de mettre du contenu, comment j'ai envie de vivre mon sport, comment je peux prendre du plaisir, qu'est-ce qui me donne du plaisir ? Est-ce qu'on a oublié le plaisir un petit peu ? C'est toute la difficulté, c'est comment on fait pour lier un très haut niveau d'exigence avec le fait de prendre beaucoup de plaisir dans ce qu'on fait. Ça, c'est très difficile. C'est pour ça que vous avez de plus en plus, les sportifs de plus en plus comprennent que pour arriver à ça, pour arriver à préserver à la fois mon équilibre psychique et ma motivation et mon bien-être et le plaisir qui va me permettre, qui plus est, d'être plus régulier dans les performances, souvent il y a besoin aussi d'avoir une ressource extérieure qui peut, en plus peut-être d'un environnement stable, en admettant qu'il soit déjà là, dans la famille, dans les entraîneurs, etc., mais spécialisé, qui peut me permettre d'avoir une ressource supplémentaire pour atteindre ça. Mais la clé de la difficulté du haut niveau, c'est ce qu'on est en train d'évoquer, c'est ça. On va se centrer un petit peu sur l'AS Monaco maintenant. Vous avez travaillé donc pendant 2 saisons pour le groupe professionnel et le centre de formation. Comment vous avez déjà trouvé le club dans sa structure par rapport à vos expériences du passé ? Moi, j'avais peu à ce moment-là d'éléments de comparaison. J'avais été consultant pendant 1 an au Girondins de Bordeaux, donc j'arrivais dans une structure, historique, j'allais dire, du football, avec une structure avec beaucoup d'ambition, qui avait vocation à j'allais dire, retrouver les sommets. On est sur le très très haut niveau du professionnalisme, que ce soit dans le projet ou dans les personnes présentes, ou que ce soit dans les ambitions qu'on peut avoir pour le club. C'est donc une de vos rares expériences à temps plein. Oui. Avec une équipe, même avec une équipe de football, ce sera la seule. Oui. Qu'est-ce que vous en tirez de ces 2 ans ? Qu'est-ce que vous en avez appris ? Quelles ont été les particularités ? J'en retiens principalement une super expérience. Déjà au niveau humain, dans les rencontres avec d'autres professionnels, et puis ce travail au quotidien dans une équipe, moi c'était quelque chose de différent, vous voyez, c'est-à-dire les mêmes joueurs, les mêmes staffs,
la proximité justement avec cette équipe, que ce soit le centre de formation ou avec le groupe pro. Il y a quelque chose qui se crée de faire partie vraiment d'une équipe et pas d'une institution qui est très très différente au quotidien, de suivre les résultats, d'être impliqué, mais aussi tout ce qui est de l'ordre des changements, qui n'est pas toujours évident, des changements de staff, de direction, d'entraîneur, etc. Cette adaptation qui vient bouleverser un peu la vie du club, parce que tout est lié à ça. Donc j'en retiens quelque chose d'extrêmement enrichissant, mais aussi à plein temps, comme ça, de très prenant aussi psychiquement pour l'intervenant que je suis, et c'est aussi une demande qui d'une disponibilité qui a un certain coût aussi psychique, et il faut aussi prendre ça en compte et arriver à bien le gérer, et s'habituer aussi à ça. C'est un rythme différent pour nous aussi du rythme, j'allais dire, institutionnel, ou de simplement être consultant et de venir, comme vous pouvez le faire au Girondins de Bordeaux par exemple, de venir tous les 15 jours ou quelque chose comme ça. C'est pas du tout la même chose que d'être au quotidien et de partager les hauts, les bas d'un club. Est-ce qu'il y a des particularités qui sont propres à Monaco dans la gestion avec les joueurs, peut-être ceux qui débarquent, qui arrivent à Monaco, qui voient la principauté, qui voient peut-être un Eldorado, peut-être pour certains Déjà, Monaco, c'est une équipe qui, historiquement, je pense, qui est très pluriculturelle. Vous avez toujours un melting pot un petit peu de nationalités et autres. Donc ça, c'est évidemment une spécificité. Et puis, mais ça, j'avais aussi eu un petit aperçu à ça, c'est-à-dire c'est des cadres de vie qui sont magnifiques. Je pense que les joueurs sont quand même, et là, c'est pas uniquement le travail du psy, je pense que on leur fait prendre conscience, on arrive je pense, à aussi bien lorsqu'ils recrutent des joueurs ou des gens qui viennent travailler là-bas, que la priorité est le projet de performance. Après, je vous dirais, quand vous jouez où que vous jouiez, il y aura toujours des tentations, il y aura toujours des manières de se disperser. Ça arrive très régulièrement que des joueurs soient perturbés du fait d'avoir quitté un environnement. Souvent, on a tendance à robotiser un petit peu les joueurs. On les voit sans émotion, alors qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs qui quittent famille, qui quittent les amis, leur village où ils ont toujours grandi, pour arriver à Monaco, par exemple, et se retrouver tout seul dans un environnement particulier. Oui, vous savez, par exemple, quand j'étais à l'INSEP, chaque année, on avait des jeunes nouveaux sportifs qui pouvaient venir des fois des Antilles, de Guadeloupe, on va dire de destination, quand même d'origine, pardon. De la France aussi. Des quatre coins de la France. Je veux dire, quand vous arrivez du sud et que vous découvrez le bois de Vincennes, l'hiver, la neige, le froid, etc., et que vous êtes du coup adolescent et que vous êtes loin de votre famille, et que dans tout ça, admettons qu'on rajoute 2-3 éléments comme une blessure ou des problématiques sportives, ou les deux, il faudra peu de temps pour que ça soit difficile à vivre. Donc bien sûr, de toute façon, dès lors que vous changez beaucoup de choses autour de vous, qu'il y a un déracinement, que vous changez ce à quoi vous êtes habitué, ça peut être très perturbant, ça peut être déstabilisant, ça peut être quelque chose qui vous nécessite un certain temps d'adaptation. Et après, l'expérience joue beaucoup là-dessus. C'est-à-dire, lorsque vous êtes à votre 5e club, ça évidemment plus facile. Vous avez pris ce pli un petit peu de vous créer justement vos propres repères. C'est aussi une capacité. Après, je vous dirais aussi qu'il y a beaucoup de clubs qui ont pris cette dimension en compte depuis longtemps, et qui savent que plus l'athlète s'adapte, vit bien, et que tout dans son environnement roule, mieux c'est pour lui, et mieux ça sera pour le club et la performance individuelle et collective. Lorsqu'on arrive à être très très performant dans un club, c'est qu'il y avait plusieurs facteurs généralement, pas simplement que le joueur est bon, c'est qu'il est bien au sein d'un collectif, il est bien au sein du staff, il est bien au sein de la ville. On n'en parle pas assez, c'est tout un tas de petits facteurs. C'est pas seulement on prend des pièces de puzzle et puis on met lui à côté de lui, puis lui à côté de lui, puis ils vont tous être bons, ils vont tous bien jouer ensemble. Non, surtout, encore une fois, surtout dans un sport collectif comme le foot, où il faut une affinité qui soit à différents niveaux entre les joueurs. C'est pas seulement on met une compétence à côté d'une autre compétence, puis ça match forcément. On l'a vu des milliers de fois. Et puis il y a des fois des joueurs font des saisons extraordinaires, et puis ça leur prend beaucoup de temps avec un nouveau club, un nouvel environnement, comme on dit, pour arriver à s'adapter. C'est une compétence. Et puis il y a des joueurs, on a l'impression qu'on pourrait les mettre n'importe où. Ils sont comme des poissons dans l'eau, des caméléons, ils s'adaptent à toutes les situations. Encore une fois, on parle de compétences aussi psychiques. Les sportifs, ils apprennent
tous les jours, tous les ans. Il y a ce témoignage ce question-réponse avec Cesc Fabregas, qui est quand même en fin de carrière à Monaco, qui a connu Barcelone, qui a connu Arsenal, Chelsea, tout. Et qui a tout connu, l'Espagne avec des titres dans tous les sens, et qui a appris énormément à vos côtés à Monaco. Oui, bah sa fin de carrière. Ça m'a beaucoup touché. Moi, c'était aussi un plaisir de travailler avec lui. C'est aussi, encore une fois, je vais reprendre le même mot, mais une capacité. C'est-à-dire qu'il y a des sportifs qui sont des éponges. Donc, vous voyez, un Fabregas en fin de carrière, il était toujours avec un appétit de connaissance, de savoir qu'est-ce que ça peut m'apporter, qu'est-ce que ça peut m'apprendre sur moi, comment ça peut me faire avancer, qui était toujours extrêmement vivante. Et il n'y a pas de secret non plus, c'est-à-dire qu'on voit bien la carrière qu'il a fait, qui a dû avoir cet appétit tout au long de sa carrière de comprendre, d'apprendre, de se remettre en question, de ne pas avoir peur de se questionner, de regarder ailleurs. Donc oui, non, mais c'est des choses, évidemment. Lorsque vous travaillez, des fois, moi ça m'est arrivé de travailler avec des athlètes sur plusieurs saisons, les accompagner sur plusieurs saisons, et entre, on va dire, les problématiques qu'ils peuvent avoir lorsqu'ils sont au centre de formation, et après lorsque vous travaillez avec eux chez les pros, ça a énormément évolué. C'est-à-dire, c'est drôle, j'en parle des fois avec des athlètes, c'est-à-dire ils ne s'en rendent pas forcément compte eux-mêmes, mais ils sont devenus des experts en psychologie du sport. C'est-à-dire, lorsqu'on est passé d'analyse de leur propre performance, on est passé, j'allais dire, entre guillemets, d'un niveau très descriptif à quelque chose d'extrêmement pointu, un compte-rendu qui pourrait être celui d'un psychologue du sport après un nombre de séances de travail sur soi, d'analyse, puis ils s'approprient, c'est des machines à apprendre, ils s'approprient le vocabulaire, ils comprennent, les meilleurs sportifs sont souvent les plus intelligents. Il ne faut pas se tromper, c'est pas celui nécessairement qui court le plus vite et qui saute le plus haut, ce sont des personnes extrêmement intelligentes dans leur capacité à apprendre, à reproduire et à utiliser le meilleur de ce qu'on leur donne. Il y a une belle évolution aussi chez Aurélien Tchouameni. Je sais que vous avez beaucoup travaillé aussi. Oui, je ne travaille plus avec lui aujourd'hui, mais bon, Aurélien, je vous dirais, moi je vais être très modeste par rapport à ce que j'ai pu lui apporter aussi, dans le sens où c'était quelqu'un qui était déjà extrêmement brillant, extrêmement compétent et qui est particulièrement mature et intelligent. Voilà, on a fait un super bout de chemin ensemble, mais après, et je pense d'ailleurs c'est quelque chose d'important, c'est qu'il faut pas s'approprier, il faut pas, on n'est ni les responsables des succès, ni les responsables des échecs, les athlètes, leur performance, voilà, c'est une contribution parmi beaucoup d'autres éléments. Et des fois, lorsque l'élément qu'on a représenté a pu être positif sur un bout de chemin de leur vie, on est content. Voilà, ça fait plaisir, mais on sait bien que c'était un des très nombreux éléments qui fait la haute performance. Il y a un sujet qui est très intéressant aussi, c'est les athlètes ou les sportifs très bons à l'entraînement et sous-performants le jour de match, jour de compétition. Oui, comme je vous le disais, c'est l'une des problématiques ou l'un des premiers symptômes qu'on peut identifier comme étant le signe qu'il y a probablement quelque chose qui se passe au niveau mental. Ça met beaucoup de choses en œuvre sur les ressources psychiques, le lâcher-prise, la concentration, la confiance en soi, la prise de plaisir, le rapport à l'échec, le rapport au succès. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et lorsque tout n'est pas tout à fait au clair, en fait, je vous dirais, la voiture, elle peut rouler très bien. Et puis à un moment donné, et vous n'avez jamais soulevé le capot. Et puis, le problème, quand vous n'avez jamais soulevé le capot, le jour où le moteur ne marche plus, alors là, vous ne savez pas du tout pourquoi. Vous n'êtes pas mécano, vous ne savez pas. C'est juste que ça avance plus. Et là, ça peut être très compliqué de refaire démarrer la machine. En revanche, ceux qui ont régulièrement regardé sous le capot, ils vont vite identifier la panne et être beaucoup plus rapidement que les autres capables de dire « oui, ça qui pose problème » et de le corriger. C'est vraiment une allégorie, je pense, qui a du sens. C'est-à-dire, il y en a certains, on n'en entend pas parler, il n'y a aucun problème, tout roule, et à un moment donné, sauf qu'ils n'ont jamais travaillé sur eux, jamais posé de questions, et à un moment donné, lorsqu'ils se prennent un mur, c'est très dur du coup, parce qu'on part de zéro, vous voyez. On ne s'est pas posé de questions, on n'a pas creusé, on n'a pas essayé de comprendre, on n'a pas essayé, en fait, on s'appréhende nous-mêmes pas forcément super bien. Et du coup, ça va prendre plus de temps peut-être pour trouver les réponses. Mais alors comment ça se fait que le capot ne fume pas à l'entraînement et fume le jour de match, par exemple? La performance, si vous voulez, c'est encore une fois, c'est une addition de tout un tas de micro-phénomènes.
Et c'est plus fragile qu'on pense l'aspect mental. C'est-à-dire qu'on peut être dans une super dynamique, tout va bien, tout se passe bien, etc. Lorsque vous êtes, par exemple, bien à l'entraînement, et puis il suffit qu'il y ait un petit raté en match qui commence à vous impacter comme des micro-traumas, si vous voulez, de choses où on commence à faire un échec, et puis on repense à cet échec, on se projette, on n'est plus dans le moment présent. Qu'est-ce qu'on va dire de ma performance? Est-ce que je vais rester titulaire? Est-ce que je ne vais pas être sorti en cours de match? Est-ce que je suis en train de perdre la confiance du coach, etc., etc. C'est difficile de contrôler l'inconscient. C'est même impossible de contrôler totalement son inconscient. Donc on peut trouver uniquement des stratégies pour essayer de se remettre dans le moment présent. Et c'est du travail, c'est de la méthodologie. Et c'est pour ça que des fois, ça peut être compliqué si on n'a ni ce travail, ni cette méthodologie. Des fois, on arrive très bien à s'en passer. Des fois, on trouve les réponses par nous-mêmes. Et des fois, souvent... ça arrive que on n'y arrive pas tout seul, que ce soit et que c'est des fois du coup la porte d'entrée à dire peut-être que j'ai besoin de me faire accompagner. On va faire un petit break. Je vais pas vous poser quelques questions, je vais vous donner un petit peu quelques clichés qui peuvent traîner sur la psychologie et vous y répondez. 3, 2, 1, les psys, c'est pour les fous. C'est quelque chose qu'on entendait beaucoup au début quand je reviens longtemps en arrière. Et c'est une des représentations qu'on avait beaucoup chez notamment des jeunes athlètes. Alors après aussi, c'est savoir, lorsqu'on n'a jamais lu un bouquin de psycho, qu'on ne sait pas vraiment à quoi ça correspond. Il y a aussi souvent un amalgame entre la psychologie, la psychiatrie, justement la démence ou des choses comme ça. Donc ouais, c'est un cliché qui aujourd'hui, je crois qu'il existe quasiment plus. Les champions doivent être des machines sans émotion. Encore une fois, c'était un cliché qui des fois aussi pouvait être véhiculé par certains sports. Parce que c'est aussi, il y a quelque chose de très culturel d'un sport à l'autre, notamment dans la manière de former les athlètes et aussi du coup ces athlètes qui deviennent des futurs entraîneurs. Donc les entraîneurs, ils répètent aussi souvent des schémas qu'on leur a enseignés. Sauf que de génération en génération, certains athlètes à qui on pouvait communiquer l'idée qu'il faut être un robot sans émotion, ils ont rencontré des préparateurs mentaux, ils ont rencontré des psys du sport, ils ont eu d'autres approches, ils ont pu voir aussi que ça pouvait avoir des résultats beaucoup plus intéressants, puis ils ont fait évoluer cette représentation qui, je crois aujourd'hui, n'existe plus beaucoup, j'espère en tout cas. En vrai, sur les émotions, il y a quelque chose qu'on entend aussi très régulièrement, c'est ne pas montrer ses émotions. Oui, ça aussi c'est une grande thématique. Alors ça, c'est plus complexe, je crois. Moi, je ne suis pas nécessairement partisan, là c'est un peu des écoles, mais je ne suis pas nécessairement partisan du fait qu'il faudrait justement montrer très peu les émotions. Je crois quand même, des fois, ça peut être très intéressant d'exprimer ses émotions, de la frustration. L'idée, c'est comment on arrive à contenir ses émotions. Alors des fois, il vaut mieux crier un coup. Novak Djokovic, je pense que c'est le meilleur exemple. C'est un très très bon exemple, absolument. Parce que les émotions, elles sont évacuées, elles sont contenues et on est vite redirigé vers quelque chose. Après, on n'a pas tous la capacité, ou tous les champions n'ont pas la capacité à être des Rafael Nadal, justement. C'est rarissime de voir des émotions, etc. Il faut que ça corresponde aussi à la personnalité. Mais c'est pas un objectif en soi, pour moi, de renvoyer quelque chose de totalement sans émotion et sans réaction. Non, le sport, c'est aussi de la vie et des émotions. Le but, c'est que ça soit canalisé et bien dirigé. Les bobos, c'est dans la tête. Non. non, les bobos, des fois, ils sont vrais. On est à la limite dans le sport de haut niveau entre, je crois, le rapport à la souffrance. On est toujours sur un fil de est-ce que quelle souffrance est normale, quelle souffrance est anormale, qu'est-ce que je dois accepter, qu'est-ce que je dois dépasser. Mais évidemment, il y a même des fois, c'est dangereux de pouvoir penser comme ça parce que ça veut dire qu'on n'est plus en connexion avec son corps et notre corps nous envoie des signaux d'alerte des fois. Il faut être à même de ne pas être justement sur une représentation de toute puissance et être capable de dire tiens, cette douleur, elle est peut-être... elle n'est pas habituelle chez moi, peut-être qu'il faut que je m'interroge, peut-être qu'il faut. Alors, si évidemment on s'interroge tout le temps sur un moins de douleur, c'est aussi une problématique inverse, mais on retrouve plutôt la première problématique que la deuxième dans le sport de haut niveau. Les footballeurs, c'est des starlets, ils n'ont pas les pieds sur terre. Si cette vision, elle existe encore, je crois que c'est comme un miroir déformant qui vient principalement de quelques athlètes qui peut-être font aujourd'hui une mauvaise pub, mais je pense que dans l'immense majorité, les sportifs, eux, d'ailleurs, sont conscients de un petit peu, on va dire, cette caricature qu'on a d'eux, et ça correspond très souvent pas à leurs valeurs. Beaucoup de footballeurs, ils viennent d'ailleurs de milieux des fois très modestes, et c'est pas l'éducation qu'ils ont reçue d'être des starlets qui claquent plein d'argent et qui voilà. Donc je crois que la réalité, en tout cas, de ce que moi j'ai pu être amené à rencontrer, c'était pas du tout celle-là. Et voilà, évidemment, des
des jeunes gens qui gagnent beaucoup plus d'argent que la moyenne, mais pour autant, je pense pas que ça en fait que des starlettes. Et on va finir avec une petite réflexion que j'adore parce que je l'ai entendue des milliers de fois. Avec ce qu'ils gagnent, ils n'ont pas le droit de se plaindre. Courir derrière un ballon, c'est quand même plus dur. Ouais, ça m'agace beaucoup. On l'a tous entendu, celle-ci. Oui, tous, on l'entend tout le temps. Ça m'arrive des fois de regarder un match en public et d'entendre avec ce qu'il gagne, il n'a pas le droit de rater un penalty ou des choses comme ça. Oui, on renvoie énormément les footballeurs à leur salaire. Alors il y a évidemment une forme à la fois, je pense, de niveau d'exigence par rapport au train de vie qu'ils ont et à l'argent qu'ils gagnent, mais il n'y a pas de corrélation en réalité. En fait, c'est pas parce que vous gagnez beaucoup d'argent, d'une part que vous seriez plus humain, que vous n'avez pas le droit de vous planter et rater un geste technique, tout aussi facile qu'il puisse avoir l'air. Un geste technique, c'est aussi à mettre dans un contexte de pression. Voilà, tirer un penalty le dimanche avec des copains, c'est pas le tirer avec des millions de téléspectateurs dans un stade rempli, avec une fatigue démentielle. Enfin voilà, je pense que toujours les choses sont à remettre dans le contexte. Et puis je crois surtout que lorsqu'on véhicule ce genre de phrases, ça contribue beaucoup à renforcer les problématiques de santé mentale. L'idée de dire tu gagnes beaucoup d'argent, tu n'as pas le droit d'avoir des problèmes, tu n'as pas le droit d'être malheureux, tu n'as pas le droit de te plaindre. Et cette phrase-là, les sportifs et les footballeurs en sont très conscients. Et c'est l'un des principaux blocages, vous me disiez, etc. C'est cette idée, non, moi je ne suis pas censé me plaindre. Et encore une fois, ils savent d'où ils viennent, ils savent comment vivent leur famille, etc. Et puis à un moment donné, c'est leur dire, mais c'est pas une question de se plaindre, c'est une question que là, t'es pas en train de te plaindre d'ailleurs, tu es en train de parler à un professionnel et tu as le droit, et que le but c'est que on n'est pas immunisé. Le fait de bien gagner sa vie n'est pas, j'allais dire, immunisé au mal-être et aux difficultés personnelles. Et voilà. Donc c'est une vraie phrase qui pose problème et on doit la reprendre régulièrement. Est-ce que vous avez été personnellement dans votre métier confronté à ce type de réflexion peut-être pourquoi psychologue du sport? Est-ce que les sportifs ils ont vraiment besoin d'un psy? C'était même la phrase que j'ai le plus entendue au début de ma carrière. J'entendais ça tout le temps. Je crois que c'est même la première chose qu'on me disait le plus régulièrement quand je disais je suis psychologue. Alors je crois même pas qu'à l'époque je vais dire trop souvent psychologue du sport parce que les gens ne savaient même pas ce que ça voulait dire. Je disais je suis psychologue avec des sportifs de haut niveau. Et l'une des premières phrases qu'on me disait c'était ça très souvent. C'était bon mais ils ont des problèmes les sportifs ou ils ont besoin de psychologues les sportifs. Et puis aujourd'hui j'entends plus du tout. Aujourd'hui j'entends ah ouais c'est super. Et c'est super intéressant et voilà et parce que on connaît mieux le métier, on comprend mieux, et puis ça me montre qu'on est beaucoup sorti de cette représentation très caricaturale que le sport c'est facile, il suffit de taper dans un ballon et on gagne plein d'argent et tout il est beau et merveilleux. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? Surtout que moi c'est à l'époque quand je choisis de faire ce métier, ça n'existe pas quasiment. Donc en fait je choisis de faire un métier sans savoir que c'est un métier. Moi c'est vraiment j'étais passionné de sport et puis après j'ai découvert la psychologie au lycée. Et j'ai trouvé ça passionnant aussi. J'ai dit, ça serait super de faire les deux. Ça serait super de s'intéresser à cet aspect psychologique, mais dans le sport. Puis je m'interpellais moi-même sur, je crois, ma pratique, me dire pourquoi des fois, à l'entraînement, je suis très bon, puis là, j'arrive pas, et puis pourquoi un tel. Toutes ces questions-là me passionnaient. Et puis avec, vous voyez, c'est l'insouciance qu'on peut avoir à 18 ans, etc. J'ai dit, je vais faire ça. Et j'ai découvert après que ça pouvait être un métier. Donc j'ai dit, super, c'est un métier, ça existe. Donc du coup, je vais essayer de faire ça. Voilà, c'est pour ça que j'ai commencé à faire ça. Il y avait des sports qui vous plaisaient particulièrement? Oui, quand j'étais petit, j'étais vraiment passionné de foot. Et je crois que quelque chose qui m'a vraiment donné envie, c'est j'ai toujours été très touché par les émotions de sportifs. Alors je fais partie de cette génération, je suis un peu plus âgé que vous, qui a connu des grosses déceptions sportives de la France entre... la demi-finale, si je ne veux pas de bêtises, perdue contre l'Allemagne avec Séville avec Battiston, que j'ai eu l'occasion de lui en parler d'ailleurs. Oui, parce que j'ai connu au Girondin. Il est toujours marqué? Non. Je pense que lui, c'est quelque chose qu'il a digéré. Mais du coup, c'est vrai, comme c'était un traumatisme pour la France entière. Donc j'ai vécu ça. Et puis on a vécu la non-qualification pour la Coupe du Monde aux États-Unis avec 2 matchs à domicile à jouer et 1 point à prendre. Des défaites en finale de Champions League de l'Olympique de Marseille, enfin tout un tas de choses. Et j'étais toujours touché par les larmes des sportifs, leur déception, leur souffrance à ce moment-là. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Moi, j'avais une empathie très forte. Et encore aujourd'hui, quand je vois des sportifs qui arrivent au pied du podium et qui échouent, cette souffrance-là, cette tristesse-là, elle m'émeut plus qu'une autre. Voilà. Moi, c'est personnel. Il faudrait que je fasse ma psychanalyse là-dessus. Je ne peux pas vous dire exactement pourquoi. Mais je sais que ça m'a toujours beaucoup touché. Et du coup, l'idée de dire que je pouvais contribuer
à plutôt de les amener sur une grande tristesse, mais à une grande joie, ou à les réconforter dans ces moments-là, était quelque chose qui me paraissait, je pense que c'est quelque chose qui m'a donné envie de dire, j'ai envie de travailler avec ces sportifs. Et puis moi, le sport, ça représente des valeurs, des choses très fondamentales qui, dans mon éducation, me parlent énormément. Il y a quelque chose de très vrai que j'aime dans le sport, c'est-à-dire vous travaillez, vous faites des efforts, et concrètement vous pouvez le voir. Voilà, vous courez plus vite, vous sautez plus haut, vous êtes plus adroit, et vous avez des espèces de récompenses immédiates comme ça. Il y a quelque chose de pur dans le sport que j'aime bien, du corps en mouvement, du dépassement de soi. Voilà, plein de choses qui me parlaient, qui m'ont donné envie d'aller dans ce milieu-là. Vous parliez des émotions, ça me fait penser à toutes ces carrières qui étaient brillantes. On peut penser, vous parliez de foot, à Roberto Baggio, qui sur un penalty raté a eu une descente aux enfers derrière dont il est jamais revenu. Alors que c'était un ballon d'or et potentiellement un des plus grands joueurs de l'histoire. Oui, mais parce que c'est comment vous pardonnez vous-même, je crois aussi. On en revient à ça. L'Italie a été très dure aussi avec lui. Oui, mais encore, et puis les représentations. Mais la première personne qui va se pardonner, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire, après, on sait que l'environnement, notamment du foot, est totalement irrationnel et excessif. Et voilà, c'est des passionnés. Et oui, enfin, on en revient à ces traumas, comme je vous disais, qui peuvent arriver dans le milieu du sport, sur un geste technique raté, sur c'est cette capacité à prendre le recul que peut-être l'environnement n'arrive pas à prendre. C'est quelque chose qui protège le sportif. Encore une fois, moi je crois que notre métier, ça consiste souvent à donner des outils et des clés aux sportifs pour qu'ils arrivent à se protéger eux-mêmes, à se mettre en sécurité d'un environnement qui des fois n'est pas toujours raisonnable. On a parlé de l'AS Monaco, mais vous avez aussi travaillé avec donc la Roca Team en tant que consultant. Oui. Ça. Comment ça se passe là? Donc vous avez travaillé quand même avec un des plus grands clubs de France de football. Là, vous avez eu l'occasion de travailler avec un des plus grands clubs d'Europe de basket. Quelle a été la différence? Les différences, elles sont tellement nombreuses. Déjà, c'est une structure quand même qui est plus compacte, j'allais dire. Et puis il y a quelque chose de presque de plus, j'allais dire, peut-être familial dans un club comme la Roca Team. Les ambitions ne sont pas les mêmes. Entre le titre de champion de France, le titre de champion d'Europe, etc. La Roca Team vise le titre de champion de France chaque année et vise l'Euroleague, le titre d'Euroleague ou le Final Four. Donc il y a un niveau d'ambition, d'excellence à retrouver qui ça, était... vous l'avez senti? Ah bah oui. Quand vous êtes dans une structure, c'est omniprésent. C'est un club, que les objectifs, l'ambition, et puis aussi les joueurs. Les joueurs, ils viennent là pour atteindre des objectifs. C'est-à-dire que quand vous signez dans un club comme Monaco, je vous dirais, c'est un peu comme si vous signez demain au Real Madrid ou à Manchester City. Vous savez que ce qui est attendu et ce pourquoi vous venez contribuer, c'est tout gagner, entre guillemets. Donc ouais, ça se ressent, et puis du coup c'est excitant. Ouais. C'était une très belle saison, très belle expérience. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un aveu d'échec pour ceux qui arrivent de la NBA ou des universités américaines qui pensent avoir peut-être une place en NBA, arriver en Europe? C'est deux baskets différents. Est-ce que il y a une régression et un échec pour ces joueurs-là? Tout dépend. C'est très différent. Si par exemple vous avez eu des temps de jeu très très faibles en NBA et que vous arrivez en Europe, c'est pas forcément vu comme un échec. Si vous vous projetiez comme une future star, etc. Effectivement, le travail de deuil et de se réinvestir sur un projet européen peut être plus compliqué. Maintenant, je pense aussi, concrètement, si on parle des Américains, ils ont conscience de plus en plus du niveau d'Euroleague. Parce que si vous voulez, lorsque vous avez des joueurs... Alors, il se trouve que le basket, c'est un sport que je connais bien. Si vous voulez, lorsque vous avez des joueurs comme Luka Doncic qui viennent à 18 ans d'Euroleague et qui sont plus forts en NBA qu'en Euroleague, ils se doutent qu'à un moment donné, l'Euroleague, ça ne doit pas être si mauvais que ça. Et puis, ils se rendent vite compte, ils arrivent que ça ne va pas être forcément une promenade de santé d'aller jouer ces matchs d'Euroleague en Grèce, en Turquie ou même en France où le niveau est très bon et les places sont chères. Donc, c'est quand même très individuel. Ça dépend du parcours quand même individuel en fonction de les projections, encore une fois. Est-ce qu'il y a eu un travail de deuil à faire ou pas? Et puis je pense aussi quand même, lorsque vous arrivez en Europe, il y a arriver en Europe et arriver à Monaco. Arriver à Monaco, c'est quand même, vous arrivez dans une ville extraordinaire, en plus dans une équipe extrêmement compétitive avec des grandes ambitions. Donc je pense que c'est aussi un peu spécifique à ce niveau-là.
J'aimerais pour finir qu'on développe sur certaines particularités, sur certains problèmes qu'on peut rencontrer chez les sportifs. Alors on en a déjà parlé un petit peu avant. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont sujets à la dépression ? Évidemment, parce que il y a des sportifs qui peuvent faire des dépressions comme tout un chacun. Après, il n'y en a pas, de ce qu'on sait a priori, plus dans le sport de haut niveau que dans la population générale. Et puis dans la population générale, ils sont pas forcément bilantés aussi chaque année. Je pense notamment dans les clubs de plus en plus et dans les institutions, c'est quand même maintenant quasi systématique. Je pense à tous les CREPS et l'INSEP, etc. Donc on peut aussi faire plus de détection, plus de prévention, plus d'accompagnement. Donc les problématiques dépressives, de toute façon, elles sont un peu inévitables lorsque vous allez avoir à la fois des grandes périodes de déception ou des blessures importantes ou des accumulations des deux. Il y en aura toujours. Est-ce qu'elles sont plus importantes post-carrière ? L'arrêt de carrière est une problématique difficile, je vais vous répondre comme ça. L'arrêt de carrière est une problématique très difficile qui s'anticipe, encore une fois, et plus elle est anticipée, plus on a pu en parler, plus on a pu mettre des mots, plus on a pu construire un projet, plus on a pu anticiper cette petite mort, comme on l'appelait. Et lorsqu'on a pu arriver à mettre autre chose en termes d'objectifs, la transition se passera du mieux possible. Mais évidemment, si on n'a rien fait de tout ça, l'arrêt du sport de haut niveau crée un immense vide. Donc on peut rebasculer du jour au lendemain de quelque chose où on était dans l'exceptionnel à quelque chose d'une espèce de banalité. Ça peut être très violent. Est-ce que ça peut être plus violent ? Il faudra faire du cas par cas, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un moment qui est vraiment à appréhender et sur lequel il faut avoir une vraie vigilance de manière à bien faire cette transition. Il y a de l'usure psychologique aussi. Bien sûr, le sport de haut niveau, c'est quelque chose de très, très usant. Puis là, si on ne parle pas que de foot ou de basket, il faut aussi toujours penser au sport où il y a beaucoup moins de revenus, beaucoup moins d'argent, où c'est très difficile, ne serait-ce que de payer son loyer ou de vivre. Tous les 4 ans, parfois. Voilà, on les voit que tous les 4 ans, ils ont leur petit moment de gloire et que c'est quelque chose de très ingrat. La réalité du sport de haut niveau, c'est qu'une grande majorité, financièrement, c'est très compliqué. On est dans les grandes exceptions quand on parle du foot ou du basket ou de ces sports-là. Mais la grande majorité, c'est beaucoup de passion, beaucoup d'usure, beaucoup de frustration et peu de reconnaissance. Donc oui, il y a beaucoup d'usure psychologique. On parlait du post-carrière juste avant, dans le pré-carrière maintenant, concernant les jeunes, les enfants sportifs. Vous avez travaillé au centre de formation de l'ASM, il y a un gros travail à faire avec eux. Il y a un gros travail qui est fait. Et de plus en plus dans tous les centres de formation, je pense aujourd'hui. La base, elle se pose là ? Oui, bien sûr. Plus vous faites ce travail en amont, plus vous prenez en compte à la fois toutes ces problématiques humaines, environnementales, sociales, plus vous préparez à la fois ceux qui vont réussir à basculer dans le professionnalisme et à la fois ceux qui ne vont pas réussir. Et c'est aussi là l'une des grandes violences auxquelles vous allez devoir vous confronter avec eux. Pour ceux, on part d'un projet, d'un rêve, et lorsque, je le disais un peu plus tôt, lorsque ce rêve ne se concrétise pas, c'est important d'avoir les ressources mentales pour relativiser, prendre de la distance. Donc oui. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a quand même beaucoup de centres de formation qui ont des psychologues au sein de leur staff pour travailler avec les jeunes et pour à la fois dans le parcours sportif, mais aussi dans ces périodes où il y aura peut-être des changements de club, ou des projets sportifs qui ne vont pas se concrétiser pour être auprès d'eux, parce qu'évidemment, plus jeunes, souvent plus fragiles. Oui, on parlait des problématiques liées aux joueurs qui arrivent de l'extérieur. C'est d'autant plus vrai avec les jeunes qui quittent en plus les familles en étant adolescents. Est-ce que certains jeunes, on ne les fait pas justement partir trop vite de leur cocon familial ? Ça peut arriver, évidemment, je pense. C'est pour ça que c'est des questions... Au nom du haut niveau et de... Bien sûr. Après, ce qui est essentiel lorsqu'on interroge ça, c'est le désir du jeune et, on va dire, l'adéquation autour du projet de toute une famille, de toute une structure autour de lui. De s'assurer qu'il y a un support autour de lui, de manière à ce que le projet soit viable et qu'on mette le sportif, le jeune, dans les meilleures dispositions pour réaliser son projet. Il ne faut pas que ce soit une pièce en l'air de manière aveuglée. Donc là, encore une fois, on retourne sur l'environnement, la bienveillance qui va y avoir autour de lui. Et il faut effectivement, je pense que les psys qui sont dans les clubs peuvent aussi contribuer à faire en sorte que ça se passe de la meilleure manière possible et de s'assurer, de se poser ces questions-là. Et bien, c'est des choses qui sont faites d'ailleurs dans tout un tas de structures. Mais je pense que c'est pas évident de mesurer ces choses-là aussi, ça faut en avoir conscience, de savoir est-ce que c'est tout à fait le bon âge, est-ce que c'est pas le bon âge. C'est un travail fin, et c'est pour ça que je ne peux qu'inviter
les structures à comprendre. Voilà, dans la méthode, dans les ressources qu'on met en place, les psychologues du sport vont avoir un facteur qui peut être non négligeable, voire essentiel pour ces prises de décision. Ça commence à sortir un petit peu, et notamment là, avec Michael Phelps qui a beaucoup parlé sur la pression psychologique. On parle même de maltraitance psychologique, maltraitance physique. Est-ce qu'on est trop exigeant avec les enfants, les jeunes? Est-ce qu'on les a trop lancés dans un système où le haut niveau est au-dessus de tout? Ça peut être le cas, évidemment. Là, c'est difficile de répondre encore une fois de manière très générale, parce que d'un sport à l'autre, d'un pays à l'autre, voilà, etc. Voilà, exactement. Est-ce que ça peut arriver? Bien sûr. Est-ce que ça peut être très excessif? Bien sûr. Est-ce qu'il y a des entraîneurs qui sont excessivement, je dirais, agressifs, exigeants, verbalement violents, voire pire? Tout, bien sûr, si on regarde sur l'intégralité de ce qui se fait dans le sport de niveau, peut exister. Je pense que justement, on tombe sur des choses systémiques, c'est-à-dire que au cœur des institutions, il y a une prise de conscience grandissante de ces problématiques-là, et donc il y a beaucoup de choses qui sont faites, et au niveau, vous voyez, dans les différents pays d'ailleurs, au niveau ministériel, au niveau des actions de prévention, des choses qui sont faites en partenariat avec l'internat, de formation des entraîneurs, tous ces sujets-là sont, ces questions-là aujourd'hui sont quand même, elles sont sorties, on en a beaucoup parlé, et c'est une très bonne chose, c'est une très très bonne chose. Donc comme je le disais, le sport, c'est un milieu d'excès. C'est un environnement d'excès. Donc, on a de plus en plus eu conscience qu'il y a des choses qui étaient très excessives, que ces excès, d'ailleurs, n'étaient pas toujours, voire très souvent, pas bénéfiques ni au bien-être des sportifs, ni à leur performance. Et donc, il y a eu tout un tas de choses qui se sont mises en place pour qu'on les régule plus. Mais il reste des choses à faire, évidemment. Il en restera toujours beaucoup de choses à mettre en place. Comment ça se passe, le statut de remplaçant? Alors ça dépend du statut du joueur. C'est-à-dire c'est pas pareil. Du poste aussi, parce qu'il y a un poste du poste, voilà. Qui est très ingrat, c'est le gardien remplaçant. Le gardien de but, voilà. C'est-à-dire que j'allais vous dire, c'est pas pareil lorsque vous êtes un jeune de 17 ans remplaçant dans une équipe pro que lorsque vous êtes remplaçant gardien de but et que de toute façon il y en a qu'un qui joue et qui jouera quasiment toute l'année. Donc si vous voulez, là quand même, c'est beaucoup lié au statut et à la tolérance qu'on va avoir. De pouvoir ne pas être mis à contribution. Et il y a un équilibre qui est à trouver entre être patient, mais pas trop, et pas trop impatient non plus. C'est un équilibre qui est vraiment délicat, c'est-à-dire on va souvent conseiller aux joueurs, il ne faut pas nécessairement qu'ils se résignent à ce statut-là. Et en même temps, il ne faut pas qu'ils en fassent une problématique non plus. C'est-à-dire qu'on dit, un joueur qui pose un problème dans un effectif, dès qu'il est sur le banc, si ça devient un problème pour le groupe, voilà, ça sera une difficulté. Donc, un équilibre à trouver en fonction du statut pour arriver à être un élément positif du groupe malgré tout et ne pas nécessairement se résigner à ce statut-là. C'est quelque chose de délicat, de fin, j'allais dire. Ouais. Est-ce qu'il existe aussi le syndrome de l'imposteur chez les sportifs? Ouais, bien sûr. Moi, je l'ai rencontré sincèrement moins dans le foot ou dans le basket, mais dans d'autres sports. Alors peut-être c'était le hasard de mes rencontres, mais oui, avec vraiment cette idée qu'on a fait un one-time sur une compétition, que ce jour-là on était brillant, mais est-ce que réellement je mérite d'être numéro 1 mondial ou je mérite d'être, je sais pas, champion d'Europe ou champion. Donc ça, oui, ça arrive parce qu'après il y a aussi je dirais, ce stress, cette angoisse qui arrive. Bon, maintenant, il va falloir assumer derrière. Et est-ce que vraiment c'était un coup de bol, on va dire, ou est-ce que je suis capable d'assumer ça? Et puis, lorsque vous arrivez à une compétition et que vous passez totalement à travers, c'est une chose. Lorsque vous arrivez avec le statut de favori, de champion d'Europe, de champion du monde, de numéro 1 mondial, et que vous passez totalement à travers, c'est pas la même chose. Donc, voilà, oui. Donc, statut d'imposteur, des fois, ça existe. Et puis, on est amené à en parler. La performance de très, très, très haut niveau, elle arrive rarement par hasard, quand même. C'est une question de confiance, tout ça. Pas que, je suppose. Oui, si. Il y a une question de confiance, mais aussi, je pense, une question de prise de recul, de perspective. Si vous voulez, lorsque vous en parliez du rapport aussi à les entraîneurs, tout ce que dans votre vie, lorsqu'on vous a répété toute votre vie que c'est pas assez bien, tu peux faire mieux, et puis que vous finissez finalement par y arriver, est-ce que vous n'avez pas un réflexe un peu conditionné de
mais on m'a toujours dit que c'était pas assez bien, est-ce que vraiment là j'ai fait assez mieux. Donc voilà, on tombe à des choses, vous dites confiance, d'estime de soi aussi. L'estime de soi, qui est quelque chose de plus intime que la confiance en soi. Est-ce qu'elle est en adéquation avec tout le travail et avec voilà, ce regard que je pose sur moi-même, au fond. On en revient toujours à envoyer à notre fil conducteur, l'épanouissement dans la pratique, le prise de plaisir, le travail sur soi, l'introspection, la bienveillance bienveillance vis-à-vis de soi-même, autour de nous. Voilà, tous ces facteurs-là, ils vont être essentiels. Et là, vous avez un rôle primordial dans le maintien de la confiance. Oui, je pense, pour les raisons que je viens de vous citer. Parce qu'on va jouer sur l'introspection, sur etc., etc. Vous voyez, non, on n'est pas des personnes qui allons insuffler de la confiance. On ne donne pas de la confiance. Je ne pense pas du tout que ce soit ça qu'on fait. Nous, on contribue à faire émerger ça chez l'athlète en travaillant sur des processus plus profonds comme voilà, la connaissance de soi et la bienveillance. Et tout ça contribue à faire un athlète épanoui et du coup à avoir une meilleure estime de soi, une meilleure confiance en soi. On participe à des processus. Quel conseil vous donneriez à des jeunes sportifs aujourd'hui qui ont envie d'être des sportifs de haut niveau ? Préservez le plaisir plus que la performance. Mettez toujours le plaisir au cœur de votre projet et interrogez-vous lorsque vous avez l'impression de plus en prendre. Parce que la performance, ça doit être l'aboutissement d'une manière de pratiquer. C'est pas une fin en soi. Et la manière de le constater, c'est que des fois, on peut être très performant et si on n'a pas été dans le bon état d'esprit, on n'est pas pour autant satisfait, on n'est pas forcément heureux. Et arriver à lier le fait de mener une carrière de haut niveau, ça passera beaucoup par cette notion d'arriver à préserver le plaisir. Et pour arriver à préserver le plaisir, il y a des fois, il y a plusieurs choses à questionner, il y a plein de choses à questionner sur nous-mêmes et sur notre environnement. Et ça nous amènera généralement à nous poser les bonnes questions. C'est le conseil que je donnerai. Merci Cédric. Merci beaucoup d'avoir répondu positivement à cette invitation. Merci de m'avoir invité. Un bon moment passé ensemble et je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode des Invisibles. On se retrouve très vite avec un autre invité. À bientôt.